Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, entretien entre le président camerounais Paul Biya et Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, l'autonomisation des jeunes et la question du développement des médias communautaires au cœur de cette visite. Un projet de loi pourrait renforcer les pouvoirs d'Assimi Goïta, le président de la transition malienne. Le texte d'ores et déjà adopté en Conseil des ministres vise notamment la suppression du poste de vice-président de la transition. Hermopolis, une start-up tchadienne, défend la gastronomie locale en faisant la promotion des composés directement produites dans le pays. Plus d'une centaine de blessés au Soudan, dans la capitale Khartoum, ce lundi, après l'intervention des forces de l'ordre qui ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui se dirigeaient vers le palais présidentiel pour exiger le retour à un régime civil et la justice pour les manifestants tués depuis le coup d'État du 25 octobre. Le mouvement de contestation contre ce coup de force gagne du terrain avec des rassemblements qui se sont tenus ce 7 février dans une vingtaine de villes à travers le pays. Au Cameroun, la directrice générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Audrey Azoulay, a effectué un déplacement à Yaoundé au cours duquel elle a été reçue le 6 février par le président de la République, Paul Biya. Au menu des discussions, l'éducation en milieu scolaire et le développement des médias communautaires. C'est un reportage de Thierry Ndassa. En visite officielle au Cameroun, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a été reçue en audience par le président de la République du Cameroun, Paul Biya, au Palais de l'Unité, dans l'après-midi du 6 février 2022. Un entretien qui a permis au chef de l'État camerounais et à son hôte de passer en revue les principaux sujets de coopération qui unissent le Cameroun et cette institution onusienne. D'abord l'éducation. Vous savez que le monde entier vient de vivre une crise éducative majeure et le Cameroun est un des pays avec lesquels l'UNESCO a le mieux travaillé dans la période récente pour assurer et travailler à la continuité pédagogique à travers l'enseignement à distance de diverses façons. Et c'est une leçon d'ailleurs qui est utile pour toutes les zones où l'éducation est encore difficile car nous sommes très attachés à défendre le droit à l'éducation pour toutes et pour tous. Autre sujet évoqué, le développement des radios communautaires, fruit du partenariat entre l'UNESCO et le gouvernement camerounais. Audrey Azoulay estime que les radios communautaires sont un levier important permettant une communication de proximité entre les diverses couches sociales d'un pays. Les radios communautaires qui sont si importantes là aussi pour avoir une présence dans la diversité des langues, dans la diversité des cultures, la diversité des territoires et avec une implication forte de la société civile, des jeunes, des journalistes, du monde culturel, du monde associatif qui trouve un média d'expression très fort à travers ce réseau de radios associatives. Au terme de l'audience avec le chef de l'État, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a reçu la distinction d'officier de l'Ordre national de la valeur. L'opposition malienne fustige le processus de relecture de la charte de la transition. L'opposition craint un renforcement du pouvoir du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Le texte adopté vendredi dernier en Conseil des ministres prévoit par exemple de supprimer le poste de vice-président de la transition. Le colonel Goïta se retrouverait ainsi seul à diriger le pays. Samantha Sabirou Saboubanga. Un nouveau projet de loi au Mali pour renforcer les pouvoirs du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. La nouvelle loi qui a été adoptée lors du Conseil des ministres du vendredi 5 février 2022 propose entre autres la suppression du poste de vice-président de la transition et l'augmentation du nombre de membres du Conseil national de transition. Oui, effectivement, le Conseil national de transition, qui fait office donc de l'Assemblée nationale, a été convoqué en session extraordinaire ce week-end pour plancher, entre autres, sur différentes
projets de textes qui ont été adoptés en Conseil des ministres, notamment la charte donc, de la transition. Le nouveau texte précise que la suppression du poste de vice-président de la transition vise à éviter les duplications des missions et permettre aux ministres chargés de la Défense et aux ministres chargés de la Sécurité de recouvrer et d'exercer la plénitude de leurs attributions traditionnelles. Le Conseil national de transition aura ainsi pour mission de réviser la charte de la transition et la loi électorale. Donc, à la lumière de tous ces projets de textes qui doivent être étudiés pendant cette session extraordinaire du Conseil national de transition, il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas d'une session convoquée uniquement pour attribuer les pouvoirs, des pouvoirs supplémentaires au président de la transition, à mon avis. Lancées dans le pays depuis le 11 décembre 2021, les assises nationales avaient décidé de prolonger la transition de la junte militaire de 6 mois à 5 ans. Un délai jugé inacceptable par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui dit attendre un calendrier plus raisonnable des autorités maliennes. En attendant, le Mali est toujours suspendu des instances de la CEDEAO. Ces sanctions impactent fortement son économie. Visite du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh en Égypte, où il s'est entretenu avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Des pourparlers jugés fructueux et constructifs par le chef de l'État djiboutien dans une conférence de presse conjointe au cours de laquelle les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté de développer les relations bilatérales. L'épineuse question du barrage sur le Nil, source de tension depuis 10 ans entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, a également été évoquée par les deux dirigeants. Valoriser le secteur de la pêche et de l'aquaculture en Afrique et dans les Caraïbes et le Pacifique, c'est la mission que s'est donnée l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à travers un programme qui cible entre autres le Zimbabwe où le secteur de l'aquaculture est en voie de développement. Kamesh Katapoulé. Comment favoriser une pêche durable à l'heure où le changement climatique est au centre des préoccupations ? La question est essentielle pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, actuellement aux commandes du projet Fish for ACP, un programme dont bénéficie le Zimbabwe, où la demande en tilapia est très importante. Avec ce projet, le pays va pouvoir développer l'élevage de ce poisson. Quand j'ai commencé l'élevage de tilapia, je pensais que c'était facile, surtout avec la construction d'étangs de pêche. Je pensais que nous pouvions simplement utiliser nos murs pour faire ces étangs. Mais plus tard, j'ai découvert qu'il y avait besoin de grosses machines comme des excavatrices. Initié par l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Fish for ACP est un programme quinquennal associant inclusion sociale et durabilité. Une aubaine pour le Zimbabwe qui compte un bon nombre de ressources halieutiques, mais plusieurs défis persistent. La FAO déplore non seulement un manque de statistiques, mais aussi l'absence de politique intégrée pourtant nécessaire au développement de ce secteur. Le poisson est très important pour les économies des pays de ces régions comme source de nourriture, de revenus, de subsistance et d'emploi. Mais les secteurs de la pêche et de l'aquaculture n'ont pas été en mesure d'atteindre tout le potentiel qu'ils pourraient avoir dans ces régions. Et les avantages qu'ils génèrent n'atteignent pas toujours les communautés qui en ont le plus besoin. En 2011, le Zimbabwe avait d'ailleurs obtenu un soutien financier de la part de la Banque africaine de développement pour l'élevage du tilapia. L'institution avait octroyé au pays une enveloppe de 8 millions de dollars, une somme destinée à financer le projet d'extension Lake Harvest Aquaculture. La gastronomie tchadienne et sa grande diversité, une start-up en fait une promotion des recettes du pays en valorisant les aliments produits sur place. La start-up Hermopolis se veut au plus près des saveurs locales. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan. Au Tchad, la start-up Hermopolis valorise les boissons et les mets locaux au profit des N'Djamenois. Créée par un jeune passionné de la restauration, la start-up a pour but de promouvoir les cultures culinaires du pays et leurs histoires à travers des cocktails. Il propose à ses clients des menus atypiques, soigneusement préparés à base de produits locaux.
Nous avons cette particularité de représenter notre très cher et beau pays du Tchad par nos cocktails qui sont assez diversifiés et qui sont représentatifs des différentes cultures que nous représentons ici. Et nous voudrons que tous ceux qui viennent ici consomment purement tchadien, mais aussi qu'ils aient une connaissance très bien approfondie sur ce que nous valorisons à travers nos cocktails. La start-up propose également aux clients étrangers des menus fast-food à base de la viande et des légumes très prisés par les communautés locales. Il veut ainsi contribuer à moderniser le savoir-faire culinaire ancestral des communautés locales, mais surtout participer à la transformation des produits de l'élevage et l'agriculture qui constituent la base de la croissance économique du Tchad. À nos brochettes qui sont faites à base de la chair du zébu qui, vous savez très bien, le Tchad c'est un pays qui exporte largement la viande. Nous avons la meilleure viande en Afrique et pourquoi pas dans le monde, nous avons ici. Et nous voudrons que le monde qui se trouve au Tchad vienne déguster la tendresse du tibesti, la tendresse de tout ce que nous avons comme élevage ici. Et voilà, c'est aussi une très grande particularité. En dehors de la restauration, Hémopolis offre aussi un cadre d'échange et d'affaires à ses clients dans le respect des mesures de prévention contre le Covid-19. Cette initiative de la promotion des cultures culinaires tchadiennes est saluée par les autorités. Des centaines de milliers de supporters dans les rues de Dakar pour célébrer l'équipe nationale de football au lendemain de leur sacre historique à la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Égypte. Les joueurs d'Aliou Cissé ont été accueillis en héros ce lundi à leur retour au Sénégal, comme vous le voyez sur ces images. Une marée humaine a déferlé dans les rues de la capitale. Les Lions de la Teranga reçus ce mardi 8 février dans l'après-midi par le président Macky Sall au Palais de la République. Les joueurs vont recevoir l'Ordre national du Lion. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.